Bonsoir à tous, c'est un grand plaisir d'être parmi vous. La première chose que je voudrais vous dire, c'est que c'est important, parce que cette réunion c'est autour de rapports. Alors les rapports, souvent c'est barbant, mais il faut que vous lisiez les rapports du GIEC, il faut que vous lisiez les rapports spéciaux sur les océans, et il faut que vous lisiez les rapports de l'IPBES. Alors pourquoi? Eh bien pourquoi? Parce que d'abord, c'est des rapports scientifiques qui ont été faits par des centaines de scientifiques triés sur le volet, qui ont synthétisé un peu tous nos savoirs sur notre environnement et notre monde, finalement. Vous savez, au XVIIIe siècle, il y avait Diderot et d'Alembert qui ont fait leur encyclopédie pour capitaliser un peu tout ce que l'humanité savait. Et là, je crois que c'est un peu l'équivalent. Alors, c'est équivalent, et puis c'est important, et je dirais surtout pour cette raison, c'est que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, je dis bien dans l'histoire de l'humanité, on a une connaissance scientifique des tendances, des grandes tendances environnementales qui vont se faire d'ici 20, 30, 40, 50 ans. Donc, on va avoir affaire au futur. Et vous êtes jeune, vous allez avoir affaire au futur. Et vous savez, Homo sapiens, il a du mal avec le futur. Il y a un article excellent dans Nature qui a été publié qui montre que notre cerveau, en réalité, il surreprésente le présent. Il prend un petit peu en considération le passé, mais le futur, on a du mal. On a du mal parce que Homo sapiens, il n'y a pas besoin de traiter de problèmes à 20, 30 ou 50 ans. Donc il va falloir changer un peu notre cerveau. Alors, on peut tomber dans l'éco-dépression, parce qu'avec tout ce que vous avez entendu, on peut tomber dans l'éco-dépression. Et en réalité, c'est une maladie sérieuse qui est documentée là. J'ai regardé, vous tapez éco-dépression, vous verrez, il y a un article dans Nature aussi qui montre que les scientifiques sont frappés par l'éco-dépression, parce que quand ils vont sur le terrain, quand ils font leur modèle, on réactualise toujours à la hausse ou à la baisse, comme vous voulez, mais toujours vers des scénarios un peu plus difficiles, un peu plus dramatiques, je dirais. Donc ne tombons pas peut-être dans l'éco-dépression, ce n'est pas le moment, mais il faudrait que notre cerveau réagisse et puis que nous ayons donc dégagé une vision d'un futur durable. Alors vous l'avez vu, là où c'est que je presse, voilà. Vous l'avez vu, Nathalie vous l'a dit, il y a plein de pression sur les océans. Alors, bien sûr, on a souvent une vision romantique des océans. Bon, hein, c'est bien d'aller au bord de la mer, on aime bien, on adore ça, les bateaux, etc. Bon, elle vous a dit aussi qu'il y avait du transport maritime. C'est 11 milliards de tonnes qui sont échangées chaque année. Elle vous a dit 90% des biens sont échangés par les voies maritimes, mais c'est 11 milliards de tonnes. Alors 11 milliards de tonnes, c'est beaucoup. Puis on peut multiplier les chiffres avec le tourisme, avec l'extraction minière, avec la pêche, etc. Donc voilà les enjeux. Bien sûr, il y a de nombreux impacts. Les océans sont plus chauds. Moi, j'ai travaillé beaucoup en Méditerranée. La Méditerranée, c'est une des mers qui s'est réchauffée le plus vite, avec 1,5 degré. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle s'est acidifiée aussi. Et puis, par exemple, une incidence, c'est que, par exemple, les sardines et les anchois qui vivent en Méditerranée, ils peuvent plus se nourrir. Partout en Méditerranée, vous trouverez des petites sardines qui sont maigres et qui sont toutes petites. Elles arrivent à se reproduire, mais elles sont toutes petites parce que le plancton a changé. Donc on vit dans un monde de transformation. Le plancton a changé et les populations, que ce soit à Sète ou en Espagne ou en Algérie, elles ont beaucoup de mal à trouver un plancton qui soit adéquat parce que l'environnement a tout simplement changé. Alors je voudrais vous dire que la pêche, c'est important. Moi, j'ai travaillé sur la pêche, et c'est important parce que c'est en réalité la chasse en milieu aquatique, et c'est notre dernière activité d'exploitation à une échelle industrielle d'une ressource sauvage. Donc c'est un rapport extrêmement fort avec la nature, et il faut le conserver. Bien sûr, on n'a pas l'équivalent en milieu terrestre, parce qu'on ne mangeait pas de la girafe et du lion tous les jours, mais les poissons, vous en mangez, le poisson de mer qui est sauvage, vous en mangez souvent. Et c'est devenu aussi une activité industrielle, c'est-à-dire que là, vous voyez, vous avez une carte, par exemple, de l'empreinte. Vous voyez, c'est vraiment un minima, d'ailleurs, c'est 200 millions de kilomètres carrés qui produit 17% de la protéine, on vous l'a dit tout à l'heure, et versus l'agriculture, 50 millions de kilomètres carrés. Donc l'empreinte est absolument extraordinaire. Alors pourquoi elle est extraordinaire? Eh bien, c'est parce qu'on mange de plus en plus de poissons. Et on a de plus en plus d'appétit pour le poisson. Dans les années, alors vous avez plein de courbes qui montent là, ça commence aux années 50, un terrien,
ils mangeaient 9 kilos de poisson, et aujourd'hui, ça s'est emballé, on mange en moyenne 21 kilos de poisson. Et ça, c'est la courbe qui affole un peu la FAO, parce qu'on n'arrive pas à dire qu'il faudrait peut-être se limiter un peu sur la consommation de poisson, parce qu'elle augmente à peu près partout, dans tous les pays du monde, et elle augmente tout le temps. Donc ça met une pression extraordinaire. Nathalie vous a présenté cette courbe, c'est que pour satisfaire, bien sûr, la demande, on a des pêches qui stagnent, des pêches d'animaux sauvages, donc en bleu, qui stagnent. Et puis qu'est-ce qu'on a fait? On a développé l'aquaculture. Alors l'aquaculture, c'est des poissons qui sont élevés, mais il faut les nourrir. Et pour les nourrir, qu'est-ce qu'on fait? On pêche 30 millions de tonnes de sardines, d'anchois qu'on transforme en farine de poisson, et je vous montrerai tout à l'heure l'incidence sur les pays africains. Donc 30 millions de tonnes qui se sont transformées, et vous le voyez dans une petite boîte du haut, il y en a, on va nourrir avec ça quoi? On va nourrir nos cochons, nos poulets, et puis 60%, 70% à peu près, oui, va partir à nourrir des poissons. Alors vous avez des poissons. Alors en réalité, quand on parle d'aquaculture, vous pensez tous au saumon, à la crevette, mais l'aquaculture, hop, ça se passe en Asie. Et en Asie, qu'est-ce que c'est? Les productions, ce sont des carpes. Donc on va nourrir des carpes qui sont souvent herbivores avec de la farine de poisson. Alors, il y a cette courbe qui vous a montré, ça c'est une tendance lourde de la surexploitation. Et en fait, je vous l'ai dit, on exploite toutes les ressources mondiales avec une intensité incroyable. Donc toutes les ressources sont exploitées. Et puis vous en avez un bon 30% qui est surexploité. Alors si on regarde un petit peu, pas les statistiques de la FAO, mais d'autres statistiques qui sont un petit peu plus fines, et qui mettent les quantités déclarées, ça c'est les statistiques de la FAO, donc les statistiques des Nations Unies, un peu officielles, vous savez, et donc il manque pas mal de choses. Il manque les quantités non déclarées et les rejets en mer. En réalité, la pêche, c'est 110 millions de tonnes dans les années 90, et vous voyez, ça commence à diminuer depuis ces années-là, et en réalité, l'érosion simplement par la surexploitation, c'est à peu près 1 million de tonnes. Alors 1 million de tonnes, vous me direz, sur 110, c'est pas beaucoup, mais avec le temps, ça fait beaucoup. Alors, bien sûr, tout ça, c'est des chiffres. Alors, moi, j'étais au Sénégal, j'ai commencé ma carrière il y a fort longtemps au Sénégal, et au Sénégal, j'ai vu la productivité des océans qui est absolument magique. Magique. Et il y avait ce qu'on appelle le tiof, s'il y a des Sénégalais parmi vous, ils connaissent. Le tiof qui était le poisson roi, c'est-à-dire un mérou, et dans chaque pirogue qui allait pêcher, moi je les comptais, il y avait entre 8 et 80 mérous qui étaient prélevés. Et aujourd'hui, il y en avait à peu près, on en pêchait à peu près 5000 tonnes, aujourd'hui il y en a 5 tonnes. Donc il n'y a plus rien, et voilà ce que donne une capture. Vous voyez, ça c'était une capture dans les années 80. Voilà, c'est ces beaux mérous-là. Et puis voilà ce que c'est la surexploitation, c'est qu'il n'y en a plus. Et puis voilà, ça ramasse maintenant, aujourd'hui, on ramasse quelques poissons de fond, etc. Donc, bien sûr, la surexploitation, c'est une érosion des ressources exploitées et non exploitées. Parce que, par exemple, vous avez les requins qui sont des espèces qui ne sont pas vraiment ciblées, la plupart du temps, mais qui, dans les milliards d'hameçons qu'il y a dans les océans, dans les millions de kilomètres de filets et de chalutage, vous avez toujours des espèces qui sont pas désirées économiquement, donc qui sont ramenées à bord et qui meurent. Donc vous avez en réalité une incidence très forte sur la biodiversité de toute cette pêche. Et vous voyez, même sur les tortues marines, sur les oiseaux qui sont extrêmement impactés, les oiseaux, vous avez des fois des diminutions de 60, 80%, des fois 90% par rapport aux périodes antérieures. Alors, on vous dit toujours qu'il n'y a pas d'extinction d'espèces en milieu marin. En réalité, moi je travaille avec des collègues en Méditerranée, et sur les 85 espèces de poissons marins, il y en a une dizaine qu'on ne voit plus depuis 30 ans, 20 ans, etc. Alors, pourquoi on dit ça en milieu marin? Eh bien, je vais vous dire pourquoi. C'est que ces collègues qui publient, ils envoient leurs publications, et ils disent, voilà, ils documentent les choses, et puis on leur dit, ah ben oui, mais il y en a peut-être. Alors on leur renvoie leur publication en disant, on ne peut pas publier parce qu'il y en a peut-être quand même un dans la mer que vous n'avez pas vu. C'est d'un cynisme total. Alors, pour vous dire que la pêche, ça a fonctionné jusqu'à présent, et on le voit, ces tendances lourdes l'attestent, comme une chaîne de Ponzi. Alors vous connaissez Ponzi, non? Ponzi, c'est comme Madoff. Vous connaissez Madoff? Madoff, il a fait croire que le système marchait.
Donc voilà, que le système marchait en vous empruntant 100 et puis en vous en rendant 110 le lendemain, en faisant croire qu'il y avait des taux extraordinaires. Et bien, on a fait un petit peu comme ça avec la pêche, c'est-à-dire qu'on a utilisé des tricks pour faire croire qu'on pouvait soutenir les captures à des niveaux extrêmement élevés et puis prélever toujours plus. Alors les tricks, c'est quoi? Eh bien, c'est pêcher plus loin, on va pêcher dans d'autres zones. On pêche beaucoup plus profond, et vous voyez, même au Sénégal, là, c'est des espèces profondes qu'on pêche aujourd'hui, et puis on va pêcher différentes espèces. Donc voilà. Alors, la pêche, on vous l'a dit, Nathalie vous l'a dit, je vais vous montrer l'exemple, parce que moi j'ai beaucoup de travail là-dessus. Ça ne conduit pas seulement à la perte de biodiversité, mais ça transforme les écosystèmes marins. Alors, vous avez, on vous l'a dit, ces espèces-là, les espèces qu'on appelle fourrage, qui jouent vraiment un rôle fondamental. C'est un peu le fuel des océans, c'est les sardines, les anchois, les maquereaux. Alors, moi j'ai travaillé en Namibie et en Afrique du Sud, et vous voyez ce graphe-là en haut, là, noir, en été, ils ont surexploité, puis il y avait des événements climatiques un peu défavorables. L'anchois et la sardine, ils les ont surexploités, donc ils les ont carrément, c'est presque une expérimentation grandeur nature, ils les ont retirés de l'écosystème, c'est-à-dire qu'il n'y en avait plus, il n'y en a plus. Alors qu'est-ce qui s'est passé? La nature ayant un peu horreur du vide, il s'est passé que on a eu une gélification. Alors gélification, vous voyez, c'est ça. Ça, c'est les plages, vous avez les photos, où l'océan, c'est les plages couvertes de... Alors aujourd'hui, c'est-à-dire que depuis les années 90, 85-90, vous avez 20 millions à 40 millions de tonnes de méduses qui sont de façon permanente. C'est ce qu'on appelle un changement de régime d'un écosystème, c'est-à-dire qu'au lieu de produire du poisson, il produit de la méduse, mais ça, c'est durable. Bien sûr, ça ne fait pas plaisir aux pêcheurs parce que, vous voyez ce qu'il faut trier. Il faut trier le poisson au milieu des méduses. Et puis, ça ne fait pas plaisir à l'écosystème parce que tous les mammifères marins ont du mal à s'alimenter, mais aussi les oiseaux. Alors, vous avez deux photos, là. Une photo à l'Udérix qui avait été publiée dans les années 30 où il y avait des sardines. Et vous voyez, aujourd'hui, il n'y a plus de sardines. Donc, tous les manchots et les fous de bassin, ils ont disparu. Les populations se sont éteintes parce qu'on a surexploité. Et puis, il y a cette transformation-là. Changement climatique. Le changement climatique, il va considérablement affecter et modifier les pêches. On en a parlé. Alors, il y a, je dirais, dans les zones qui se réchauffent, il y a les espèces qui ne peuvent pas bouger, donc comme par exemple le milieu corallien, les champs d'algues, de laminaires, etc. Et là, on voit bien que les événements extrêmes, c'est-à-dire qui apparaissent dans la plupart des écosystèmes aujourd'hui marins, les font mourir. Donc vous avez par exemple un gros problème de survie des milieux coralliens, que ce soit la Grande Barrière de Corail, que ce soit à Nouméa, ou etc. Vous avez ce gros problème de blanchiment des coraux et on peut s'attendre à ce que les coraux disparaissent. L'autre chose, c'est, pour les espèces qui se déplacent, comme les poissons, vous avez en réalité une carte des grandes tendances qui se produisent sur les couplages entre le changement climatique et puis les migrations de poissons. Alors, bien sûr, dans la zone intertropicale, les eaux sont déjà chaudes et elles se réchauffent. Donc, qu'est-ce que font les poissons? Ils partent vers les pôles. Et ça, vous le verrez dans les rapports, c'est mesuré de plus en plus avec précision. C'est 72 km tous les 10 ans, c'est 7 km par an, ce qui veut dire que toutes les pêches dans les zones intertropicales vont plus ou moins disparaître. Parce que le poisson, par exemple au Sénégal, on le voit bien, les sardinelles, elles commencent à remonter vers la Mauritanie. Et quand elles seront en Mauritanie, les Sénégalais ne pourront plus les pêcher. Donc vous avez cette migration qui affecte absolument toutes les espèces et qui fait qu'on change déjà la nature des pêcheries et puis bien évidemment les quantités. Alors je voudrais vous montrer un petit exemple de toutes ces histoires, un peu ces anecdotes qu'on a sur le changement climatique. Voilà, donc comment des événements extrêmes au Pérou peuvent créer une insécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest. Alors, l'histoire, c'est la suivante, c'est qu'au Pérou, on pêche de l'anchois, c'est la plus grosse pêcherie du monde, il y a 10 millions de tonnes d'anchois qui sont pêchées chaque année, et qui est intégralement rachetée par la Chine, qui la transforme en farine de poisson. Alors, comme il y a des événements extrêmes aujourd'hui,
El Niño, vous avez peut-être entendu parler d'El Niño, ils ont tendance à se répéter plus fréquemment, ça déstabilise la production. Donc les Chinois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, on va aller acheter ailleurs sur des productions sur des zones moins productives. Donc ils ont été construire ces 5 dernières années 40 usines de poissons entre la Mauritanie et le Sénégal, et donc je vous dis que toute cette production de sardines, en réalité, ça alimente aujourd'hui le Sénégal, parce que c'est la seule production qui reste, je veux dire, en termes spécifiques d'espèces pour les habitants. Donc aujourd'hui, vous voyez qu'un événement extrême au Pérou est en train de créer un problème de sécurité alimentaire au Sénégal, parce que les Sénégalais vont plus avoir accès à la ressource qu'ils ont devant chez eux, c'est-à-dire les sardinelles. Parce qu'avec ces 40 usines, les poissons sont rachetés et puis exportés pour l'aquaculture et la farine de poisson. Alors, bien sûr, ce qu'on veut, c'est inverser ces tendances et défier la biodiversité mondiale et le changement climatique. Alors, il y a des initiatives importantes, je dirais, qui sont l'approche écosystémique des pêches. Ce n'est pas une chose nouvelle, mais c'est encore une chose d'actualité et vraiment importante, c'est-à-dire réconcilier la conservation et l'exploitation. Parce qu'autrefois, on gérait simplement un stock de morue, un stock de sardines. Aujourd'hui, vous le voyez bien, gérer le stock de sardines, ça ne suffit pas, parce qu'il y a aussi, les sardines, c'est pour la pêche, mais c'est aussi pour les prédateurs qui sont dans le système, donc les oiseaux marins ou les mammifères. Donc il faut intégrer ces objets-là et essayer de développer donc cette approche qui réconcilie conservation et exploitation. Alors aujourd'hui, on a aussi un agenda, j'espère que vous en avez entendu parler, l'agenda 2030, qui est fait de 17 objectifs du développement durable. Et il y a le rapport que vous pouvez lire, aussi encore un rapport qui est important à lire pour vous, c'est le rapport GSDR, qui après 4 années de discussion et puis de mise en œuvre de cet agenda donc, universel pour un futur désirable, a fait ses conclusions. Alors, pourquoi c'est important d'avoir cet agenda-là? C'est important d'avoir cette vision parce que, vous savez, sans vision, eh ben, on va un peu n'importe où. Et puis, sans vision, généralement, on termine là où on ne voudrait pas aller. Donc, c'est important d'avoir une vision, même si ça paraît un peu utopique, comme l'agenda 2030, d'avoir une vision un peu structurée sur... alors là, vous avez bien sûr l'ODD 14, mais il y en a d'autres. Il y a celui sur l'inégalité, qui est important. Il y a celui sur la faim dans le monde, sur la pauvreté, etc. Donc, ce que nous disent les experts des Nations Unies, là, qui viennent de rendre leur rapport, c'est d'abord qu'il y a urgence. Ça, je dirais, on le savait. Et puis qu'il faut plus insister sur les liens entre ces différents objectifs du développement durable, c'est-à-dire les antagonismes ou les synergies, plutôt que dans les boîtes elles-mêmes. Alors, par exemple, si on traite du milieu marin, eh ben, dans le milieu marin, on ne pourra pas traiter le problème de la pêche si on ne traite pas, bien sûr, celui aussi, l'interaction, bien sûr, avec le climat, ça je vous l'ai montré, mais aussi sur le problème des inégalités ou de la pauvreté. J'ai essayé de vous en parler tout de suite, ou de la faim, c'est-à-dire numéro 1, numéro 2, et puis numéro 13. Alors, c'est ce qu'il faut, je dirais, c'est aussi un champ qui est promu par le GSDR, là, par ces experts des Nations Unies, c'est de promouvoir la recherche sur la durabilité, croisant les différents objectifs du développement durable. Donc ça, c'est ce qu'ils appellent la Sustainability Science, c'est-à-dire une science de la durabilité. Et ça veut dire pour vous, qu'allez être chercheur demain, revoir et reconcevoir un petit peu les objectifs scientifiques qu'on a, peut-être plus pluridisciplinaires, plus orientés sur les grands objectifs, sur des grands objectifs. Alors par exemple, nous, on a fait ça sur les réserves marines, et puis pour montrer que les réserves marines, c'est pas simplement pour protéger la biodiversité, mais c'était aussi important pour le changement climatique. Alors, ce qu'ils nous disent aussi, et qui est vraiment important,
c'est qu'on n'y arrivera pas, à cette transition écologique si on ne travaille pas avec le secteur privé. Pourquoi? Parce que le secteur privé a le pouvoir. Il y a un article qui est publié il y a 15 jours, alors je n'arrête pas de le diffuser parce que je le trouve fantastique, et qui vous présente tous les grands... vous voyez, il y a ce cercle-là, et le niveau de concentration par secteur. Alors vous avez tout, vous avez les fertilisants, les pesticides, les captures de poissons, le milieu agricole, etc. Et ce qui vous montre, c'est que vous avez entre 4 et 10 transnational corporates, c'est-à-dire des multinationales, qui concentrent entre 40, 60, 80, 90% du pouvoir et de l'économie de ces secteurs-là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut discuter entre nous, c'est bien, ça fait plaisir, mais si on convainc pas ces gens-là, ça servira pas à grand-chose. Donc ce qu'il faut les convaincre, et vous savez, pour convaincre, il faut leur montrer bien sûr qu'il y a des risques, et puis il faut leur montrer qu'il y a des opportunités aussi. Il ne faut pas tomber dans l'éco-dépression trop, parce que ça va pas le faire. Donc il va falloir aussi, je dirais, trouver quelque chose de positif. Et je pense que ça peut être l'idéologie du XXIe siècle, c'est au fond notre rapport avec la nature et ces enjeux globaux qui sont absolument capitaux. Donc moi j'ai quelques messages clés. Il ne faut pas dissocier biodiversité et climat qui sont liés. Et puis en plus, je dirais que dans le grand public, c'est vraiment compliqué de faire passer X messages parce qu'après, il y a saturation. Donc il faut vraiment qu'on ait ce discours-là, biodiversité et climat qui est lié. D'ailleurs, ils sont liés. Sonner l'alarme, agir et inverser les tendances défavorables. C'est vrai que l'approche écosystémique, et il y a plein de résultats extrêmement positifs qui peuvent être montrés. Moi, j'ai travaillé en Afrique du Sud et il y a une mise en œuvre de l'approche écosystémique qui est exemplaire et qui marche bien. Des pêches, c'est un cadre structurant. Et puis, j'ai repris la formule du GSDR, mobiliser les milliards et déplacer les trillions, parce que dans le système privé, en réalité, on parle de trillions. C'est 1000, je ne sais même plus. C'est 1000 milliards. 1000 milliards. Voilà, donc bon courage.